à minima 500 personnes qui vont jauger de ces produits. Pour un pays. Pour un pays, en France en l'occurrence. Et à minima 120 personnes qui vont tester en situation réelle de consommation, au travers d'une application qu'on a développée, qui vont tester et valider et évaluer le produit qu'ils auront cherché, acheté, payé, consommé et évalué. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Qui peut dire n'avoir jamais été sensible à l'un des labels de type AOC, AOP, commerce équitable, Nutri-Score, label rouge ou encore bio? Force est de constater que nous autres consommateurs sommes à la recherche continue de repères et guides dans la multitude d'offres de produits de grande consommation. Et en même temps, nous sommes aussi témoins de l'augmentation du nombre de labels et de certifications dans les rayons des supermarchés. Il devient parfois difficile de faire la différence entre eux. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Gelder, le CEO du label bien connu de tous, élu produit de l'année. Ce qui est peut-être moins connu en revanche, c'est que ce label est international, où il apparaît sous la dénomination ombrelle Voted Product of the Year et qu'il est implanté dans une quarantaine de pays. Avec Philippe, nous allons d'abord prendre de la hauteur en nous arrêtant sur le marché des produits de grande consommation, en l'interrogeant sur sa vision de l'offre et de la demande en général. Nous ferons sûrement un petit focus sur la conjoncture inflationniste que nous traversons. En effet, la perception des marques par les consommateurs s'est grandement dégradée, ces derniers accusant les industriels de refaire leurs marges sur leur dos. Les labels peuvent-ils jouer un rôle dans tout cela? Nous poursuivrons par la proposition de valeur de élu produit de l'année afin de comprendre l'histoire et le fonctionnement de ce label. En effet, on n'accompagne pas des marques et des consommateurs au quotidien sans une stratégie bien élaborée. Et puis nous conclurons par quelques cas clients afin d'illustrer concrètement et opérationnellement la valeur ajoutée de élu produit de l'année. Mais avant de commencer, Philippe, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, je suis un entrepreneur européen, j'ai 59 ans, 2 enfants. 23 et 21 ans, dont un qui est aussi entrepreneur, donc petit-fils, fils et père d'entrepreneur. J'ai démarré ma carrière, j'ai d'abord étudié dans une haute école de commerce à l'étranger, en Belgique, avant de démarrer, de faire quelques essais dans des boîtes de pub, pas longtemps. Et après mes études terminées en 85, en 89, j'ai démarré ma première boîte de pub. Après ça, monter en bourse, assez belle croissance, on est monté en bourse. Attends, là tu vas très vite, moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment, c'est une boîte de pub telle qu'on l'entend habituellement. J'ai écrit un bouquin à l'époque qui s'appelait The Organic Way, après ça, mais c'est une boîte de pub que j'appelais 360 degrés, qui à l'époque c'était révolutionnaire, donc qui en fait passait tout tous les métiers de la com, tout ce qui communique.
Je disais toujours à mes clients, vous savez, le répondeur automatique, il communique aussi. Donc j'étais un obsédé du 360 degrés, bien avant que l'on invente le 360 degrés ou le holistique de Publicis, etc. Donc ça, c'était Avec qui comme type de client on a au début pas grand-chose, puis on les construit, et donc des marques automobiles comme Mitsubishi à l'époque. On avait une grosse société de transport internationale qui s'appelait Abix Transport, qui est devenue GLS après. On avait pas mal de gros clients dans l'alimentaire. On travaillait pour Procter & Gamble pour tout ce qui est food service. Enfin, on avait de très jolis clients. Cette boîte a grossi jusqu'à 60 personnes, et donc après ça, on s'est associé à une boîte d'internet, vous savez. Là, on est dans les années 2000, avant on est en 99. Ouais. Et donc, l'Internet explose. Ouais. Et on lit dans Paris Match que la secrétaire devient milliardaire. C'était la grande époque. Et donc, avec les stock options. Voilà, j'ai une connaissance qui vient, qui me dit on va monter en bourse. Nous, on est... à l'époque, on ne connaissait pas ça, mais on est les clics tués de Mortard, on va s'associer, parce qu'eux perdaient beaucoup d'argent et avaient des multiples incroyables, et nous, on en gagnait plein, et on avait des multiples dégueulasses. Donc, c'était une époque fantastique. On rentre en bourse le 14 avril 2000, jour du crash du Nasdaq, c'était jouissif. Et bon, voilà, on a grossi jusqu'à 350 personnes, on a fait tout ça comme il fallait, l'Euro-NM est devenu l'Euronext, il fallait grossir, on était condamné à grossir. Et puis il y a eu l'événement du 11 septembre, qui a quand même foutu le bazar. Bon, on s'est débrouillé, on a travaillé, et moi j'ai revendu tout ça, toutes mes actions en 2004. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là ? C'est quoi, si tu devais partager un truc important, positif comme négatif, je sais pas. C'est que la bourse est pire que le pire des actionnaire. Okay. On croit que la bourse est virtuelle, mais et qu'on est toujours libre et qu'on contrôle sa boîte, mais c'est horrible parce qu'on est drivé par les cours, on a c'est compliqué, ça coûte assez cher, et moi j'ai perdu pas mal de conviction et d'espoir quant à tout ce marché boursier. Je pense que être entrepreneur, moi je suis un entrepreneur qui aime garder les choses, comprendre et être aux manettes et pas jouer avec la finance. Bon, on peut passer comme ça des heures à parler de ça. Moi je suis heureux là maintenant que ce soit une période où l'EBITDA importe plus que la valeur future. Donc je suis quelqu'un qui aime délivrer des résultats, qui aime venir avec des choses probantes et effectives, et voilà. Donc la bourse c'était pas trop bon truc. J'ai appris et t'as appris aussi les métiers de la communication, de la pub, ou c'était déjà quelque chose fort en toi? Ça faisait quelques années que j'étais occupé, et donc t'as plutôt appris des choses de gestion d'une grosse société, de management. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que de gérer une grosse boîte et ça devient impersonnel. C'est d'ailleurs le problème. C'est quand on vire 1000 personnes sur 150 000, c'est pas comme quand on est 5 et qu'on doit se séparer d'une personne. Je veux dire, c'est plus ou moins difficile, peu importe le débat, mais c'est très différent comme forme de gestion. Mais je dirais que dans tous les cas de figure, il y a quand même quelque chose qui revient et qui pour moi est une constante, c'est créer de la valeur. Quoi qu'il en soit, il faut créer de la valeur. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'en bourse, il y a beaucoup de choses qui se font qui ne créent pas de valeur. On a parlé du quick commerce, regarde les sommes infinies qui se sont investies là-dedans. Personnellement, j'y ai jamais cru une seconde. Parce que on va donner quelques chiffres pour rappeler, par exemple Gorillaz, qui est donc une boîte d'origine allemande, qui avait levé, je pense, en cumulé 1,2 milliard ou 1,3 milliard en 12 ou 18 mois, qui aujourd'hui est mort. Ouais. Donc c'est pas de la création de valeur, ça c'est artificiel. Donc c'est ce côté-là moi, qui me déplaît. Mais bon, voilà, une fois qu'on connaît les mécaniques, voilà. Cela dit, je suis un believer de la création de valeur, donc voilà. Et donc, après ça, donc en 2004, j'ai refait ma boîte, et puis ça a bien fonctionné à nouveau. Je voulais aussi voir si je pouvais réussir 2 ou 3 fois. Parce que l'entrepreneur, il se dit toujours, ok, j'ai réussi, mais c'était un coup de bol. Est-ce que je vais pouvoir le refaire ? Ouais. Donc j'aime bien me donner des challenges comme ça, donc j'ai refait ça.
Toujours dans le même secteur. Toujours dans le même secteur, le conseil communication. On était avec cette boîte Paris, Bruxelles et un peu sur la Hollande, mais voilà, parce que bon, la Belgique étant un petit marché, il fallait voilà. Mais j'ai vu arriver avec Internet et le digital. Je me suis dit, ok, vieillir dans la pub, c'est déjà pas simple à la base, mais avec l'Internet, ça devient compliqué, le jeunisme, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien pouvoir faire, sans compter que la com, franchement, ça ne délivrait plus de valeur. Et ça n'en délivre pas beaucoup, alors beaucoup de boîtes mutent pour l'instant. Si on regarde le parcours de publiciste, il est remarquable. Ces gens sont beaucoup plus dans le digital, ils ont racheté des entreprises... Et voilà, parce que c'est une réalité du marché et qu'il faut évoluer. Mais pour évoluer comme ça, il faut des fonds, il faut des moyens, il faut une vision. Alors c'est très bien, mais quand on est très petit, c'est plus compliqué. Puis moi, j'y croyais plus trop. J'ai d'ailleurs, en 2012-2013, j'ai d'ailleurs fait un exposé on me disait que je crachais dans la soupe, mais je disais la pub, chronique d'une mort annoncée. Donc je voyais le truc se finir. Et j'ai croisé la route de produit de l'année. Parce qu'en Belgique, il y avait la licence à reprendre. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Et très vite, je me suis dit, c'est intéressant, mais il faut que je possède le truc. Et j'ai rencontré Christian Lemray, qui avait fondé le produit de l'année en 1987, donc bientôt 40 ans. Et il était, lui, dans un cycle, il était au bout de son truc, si je puis dire, donc il voulait vendre. Mmh. Il avait 60 ans, et je me suis dit, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que c'est un peu une vieille endormie. C'est un truc très connu en France. C'est un peu présent à l'international. À l'époque, c'était une vingtaine de pays. Là, on est en quelle année, rappel ? On est en 2016. Et donc, après 2 années de négo, de discussion, donc là, on est en 2016 quand ça se termine, mais on est en 2014. Ouais. Les discussions démarrent. Et en 2016, je lève des fonds avec des copains, avec une banque, la BNP, et moi-même évidemment, et on achète élu produit de l'année. Certains nous traitent de fous en disant t'es dingue, les packaging c'est fini, le vrac arrive, enfin c'est toujours cette thèse fantastique de prédicteur de bonnes et de mauvaises nouvelles qui ne se réalisent jamais, et on achète élu produit de l'année, et aujourd'hui 7 ans après c'est 40 pays comme tu l'as bien dit. C'est 400% de valeur. On va y revenir sur toute cette histoire. Donc voilà. Et tu l'as acheté en fait avec l'idée que c'était une marque à réveiller, enfin une entreprise à réveiller et à déployer plus largement à l'international. C'était quelque chose que tu avais en tête au départ ou... Oui, tout à fait. Dans le digital, on dit scalable. Hein. Ouais. Le modèle est éminemment scalable, même si c'est pas du full digital. Je pense que, alors je dis pas du full digital parce qu'entre-temps on a digitalisé notamment le testing produit, donc qui n'existait pas à l'époque. Donc la première chose, c'est que je voyais, on utilisait un logo pour faire valoir des produits. Les critiques étaient très mauvaises sur le net, justement, sur le produit de l'année. C'était un truc assez négatif parce que les gens disaient on teste pas. On se faisait incendier par les UFC Que Choisir, 60 millions de consommateurs. Et donc, nous, très vite, on a introduit le product testing par une application qu'on a créée. On va y revenir, je voudrais pas aller Absolument. Trop vite. Merci pour le teasing. Donc, on va s'arrêter là sur ton parcours pour pouvoir prendre le temps ensuite de rentrer sur la proposition de valeur d'élu produit de l'année et comment finalement ce label s'est développé dans la durée, pourquoi aujourd'hui il est présent un peu partout, comment il fonctionne, on va revenir en détail là-dessus. Avant ça, j'aimerais profiter de l'occasion pour que tu puisses, puisque par ce label-là, en fait, tu es au centre des produits de grande consommation, je le disais en introduction, qui se place entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que le label sert les intérêts des industriels et les intérêts des consommateurs. Et le but, c'est de rapprocher les deux. De façon globale, comment tu perçois en France, peut-être même aussi plus largement dans d'autres pays, quelle est la perception de ces marchés de la grande consommation, de l'évolution du comportement des consommateurs et finalement aussi peut-être des industriels? Moi j'ai la chance de voyager beaucoup, trop peut-être,
Je vois plein de pays et de comportements différents. Alors il y a des logiques qui sont à peu près les mêmes partout. Alors l'inflation, elle est partout dans le monde. Elle touche de manière différente. Par contre, en France, il y a pour l'instant un comportement et une situation qui est assez différente de tous les autres pays. Et c'est d'ailleurs étonnant, ça reste étonnant. Et je pense qu'il faut voir d'abord l'histoire. D'abord, la France est l'inventeur de l'hypermarché. Et comme on dit que la France est l'inventeur de la gastronomie, ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est la manière de manger qui est... Bon, bref. Et d'ailleurs, en France, on mange très mal. Les achats, si on compare la France et l'Italie, par exemple, en Italie, on va plus acheter ses légumes chez des petits détaillants spécialisés, etc. Il y a moins le Français achète beaucoup en hypermarché. Vous connaissez les chiffres comme moi, 3/4 des ventes alimentaires qui se font en hyper et en supermarché. Et il y a un autre fait, c'est que, notamment cette bagarre entre fabricants et retailers et distributeurs, elle est spécifiquement forte ici. D'abord parce qu'on a des ténors, en termes, on pense à Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, même, je veux dire, aujourd'hui, pour exister dans les 4 premiers groupes, il faut être porte-voix. Même Lidl, aujourd'hui, on a Michel Biérot qui est excessivement présent dans les médias. On a Systému, on a Cotillard qui est revenu aussi chez Intermarché. C'est des personnages qui sont omniprésents dans les médias, voire dans la politique. Et il y a une importance, les distributeurs se considèrent d'égal à égal avec les fabricants, les marques. Et d'ailleurs, on est dans un pays où il y a cette espèce de date butoir sur les négos, etc. Ouais. Il y a des règlements qui sont assez spécifiques. Il y a une volonté des marques de distributeurs d'être marques en tant que telles, alors que c'est des marques de distributeurs. Ce qu'on ne voit pas du tout à l'étranger. On a un marché ici de MDD qui est vachement en retard par rapport au reste de l'Europe. C'est intéressant ce que tu nous dis. C'est quoi le retard? Il se situe à quel point de vue ou comment ça fonctionne ailleurs? Le retard est parce qu'il y a depuis toujours eu... on a plus poussé les marques, on a fait des deals avec les marques, on s'est arrangé avec les marques. On n'a pas investi aussi vite qu'ailleurs que dans d'autres pays sur les MDD, sur la qualité des MDD. Si tu prends certains produits comme le jus d'orange, c'est très difficile de trouver des jus d'orange d'un fabricant différent chez les distributeurs. Alors ça change maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une poussée phénoménale des MDD, mais surtout, le problème fondamental, c'est la marge. C'est-à-dire que les fabricants ont des marges, on va dire en moyenne de 20-25%, et les distributeurs, quand ils font 4%, ils sont contents. Donc, c'est bien de venir avec des prix cassés, des marques blanches, etc., mais il faut faire de la marge. On a aujourd'hui gagné en valeur à peu près 10% à ce stade. On a perdu en volume à peu près la moitié, donc on est toujours gagné en valeur dès lors qu'on fait de la marge. Et ça n'a jamais été une solution que de venir avec des MDD de piètre qualité. Il faut investir dans des MDD premium, faire de la marge et travailler main dans la main avec les distributeurs. Ce que je vois aux États-Unis et ailleurs en Europe, notamment en Hollande avec Ahold qui est précurseur au niveau des MDD, c'est qu'on a en effet travaillé la qualité et la collaboration dans le rayon entre les marques ou les marques, tu veux dire les marques normales, les marques nationales et le MDD, donc qui est la marque du distributeur. Le marque distributeur. Donc on va faire des arbitrages, on va dire ok, si tu travailles avec moi, tu me donnes des produits MDD de qualité, tu me fabriques pour moi, tu augmentes ma qualité, moi je te privilégie, l'espace rayon pour toi. Et cette collaboration, elle existe dans d'autres pays. On a des équipes développées chez les retailers qui travaillent à ça. En France, c'est parti là. Carrefour a déclaré vouloir arriver à 40% de part de marché. On est à peu près à 30% aujourd'hui, selon qu'on prend les discounters ou pas. Et donc, on a pris conscience de ça. J'étais très récemment à Amsterdam, où il y a le salon international de la MDD, donc tous les fabricants, où on retrouve des marques nationales et des fabricants spécialisés qui fabriquent des produits de plus en plus sophistiqués, de plus en plus RSE, etc., et qui, en fait, main dans la main avec les distributeurs, travaillent à faire plus de marge, plus de qualité, etc. Ce mouvement-là, il est assez nouveau en France. Et aujourd'hui, il y a eu 2 épisodes qui se sont suivis. Le premier, c'était le Covid qui a évidemment donné de la force aux distributeurs. Puis après, l'inflation qui donne la force aux MDD. Maintenant, il faut équilibrer ça.
Parce qu'au départ, les marques nationales ont eu un petit peu plus de problèmes comment dire, ils ont été un peu jetés des rayons, si je puis dire, pendant la Covid. Puis il y a eu la vengeance, je pourrais le dire comme ça, des fabricants qui disaient il y a une augmentation, inflation, la guerre en Ukraine, on va la passer au MDD parce qu'ils fabriquent pour eux aussi. Et maintenant, et on le voit, j'ai vu une étude et justement... Je vais juste pour les auditeurs bien replacer une notion qui est hyper importante pour comprendre tes propos. Et elle est peut-être pas claire pour tout le monde. Mais je préfère le répéter, vaut mieux dire deux fois les choses. Quand on va acheter une marque produit repère chez Leclerc, le fabricant de ce produit-là, c'est peut-être le même qui fait une marque nationale. Peut-être. Avec peut-être un cahier des charges différent, mais ça peut venir du même endroit. Ça peut venir du même endroit, ou ça peut venir d'un fabricant spécialisé pour les MDD, il y en a plein. Voilà. Mais qui va faire que de la MDD et qui sera la même MDD qu'on va retrouver chez Système U ou chez Intermarché. C'est ça. Voilà. Je sais pas, le fromage type Kiri, mais qui n'est pas Kiri, il va être sous la marque produit repère à un endroit, je sais plus comment elle s'appelle ailleurs, mais ce sera un packaging différent avec un produit identique à l'intérieur. Voilà, ça peut être le cas, je me rappelle d'un cas, c'était Milka à l'époque, avec Léo. Chez Aldi, ils avaient en Belgique, en Allemagne, ils avaient le même, mais sous un autre emballage, et ça avait été repéré, et donc ça avait été peut-être un scandale, parce que finalement on achetait la même chose. C'est rare que ce soit tout à fait la même chose, c'est pas des compositions, etc. Mais fondamentalement, on voit quand même, il y a une tendance à ce que les MDD, les marques de distributeurs, que les distributeurs investissent dans du personnel, dans un peu de recherche pour développer leurs propres produits. Si on regarde en Hollande et en Belgique, il y a des produits incroyables, des plats préparés, ils ont acheté certaines usines de fabrication, etc. Ils embouteillent le vin aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais ils ont investi beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt, et on arrive à des 50% de part de marché de la MDD en Hollande, par exemple. C'est un des pays... Donc un produit sur deux dans le caddie est un produit de marque MDD. Distributeur, absolument. Donc on va vers ça en France. Alors ça va prendre un peu de temps, mais on va aller vers ça. Et quid des hard discount type Lidl, Aldi? C'est la même chose, sauf que... Alors on ne les inclut pas toujours dans les chiffres, parce qu'il n'y a pas véritablement de marque Aldi, de produits de marque Aldi. On peut trouver une gamme Carrefour, on peut trouver une gamme Leclerc. Il y a pas parce qu'ils ont des marques qui sont des marques propres. Oui, c'est ça. Dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça s'appelle... Ils ont inventé des marques, mais quelque part, ce sont les leurs. Donc, c'est aussi de la MDD. Voilà. Et ils ont aussi, aux États-Unis, ils ont racheté des boîtes. Ils rachètent parfois des sociétés qui font des produits spécifiques. Ils sont pas mal, d'ailleurs. Hein, donc, voilà. Donc, il y a tout ça qui joue et qui fait en sorte qu'il y a un développement important. La question étant comment un distributeur peut aller retrouver de la marge. Et donc, il peut le faire, je pense moi, uniquement qu'en pleine collaboration avec tous les joueurs. Parce que on a remarqué aussi, notamment à l'étranger, il y a des expériences comme ça en Hollande, où je te dis les 50% sont atteints, où en fait, à un moment donné où tu dépasses un certain quota d'MDD, tu perds des clients. Parce qu'ils ne retrouvent plus donc, il y a un leur marque équilibre préférée. subtil. Il y a un équilibre à trouver. Ouais. Il y a un équilibre à trouver, et nous ce qu'on dit, et on en parlera peut-être, on est venu avec élu produit de l'année pour les distributeurs, ainsi qu'un logo pour les magasins, les distributeurs, parce que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, ils ont gagné de la part de marché sur des produits peut-être à moins de valeur ajoutée, ou moins chers, ou de base, mais ils doivent garder ces clients et venir avec du premium, et ils doivent fidéliser et montrer que certains de leurs produits sont de qualité, pour pouvoir garder ces clients et qui ne retournent pas aux marques. C'est-à-dire c'est un jeu constant de balancier. Et les marques, par ailleurs, doivent continuer à faire valoir leurs valeurs, leurs investissements en R&D, leurs avances, parce qu'il y aura toujours une certaine avance. Et les marques donnent finalement leur secret de fabrication au MDD à un moment où ils doivent dealer avec... bien sûr. On sait très bien que des Leclerc, des Système U vont faire des négos avec 1, 2, 3 marques qui sont sur le marché et vont faire des deals de présence dans le rayon, etc., plus favorables à ceux qui les aident à faire des MDD. C'est pas un secret, c'est pas grave, et c'est très bien d'ailleurs. Mais donc, on voit, et on l'a vu à ce salon cette année à Amsterdam, les fabricants de MDD, qui peuvent être des marques ou des fabricants indépendants,
et les retailers doivent plus collaborer et sont tous d'accord de dire on doit plus collaborer. Aujourd'hui, en France, il y a ce débat, c'est pas moi, c'est l'autre, hein, Tu parles au niveau de l'inflation, c'est à cause des marques, voilà. c'est ceci, etc. Je crois que, franchement, le problème, c'est que l'État s'en est mêlé. Il y a eu une espèce de juge-arbitre qui a dit il faut que vous baissiez les prix, etc. Je pense que ça, pour moi, c'est pas le rôle de l'État de dire vous allez baisser les prix. D'ailleurs, les listes des prix réduits, etc., c'est un capharnaüm pour moi. C'est-à-dire, on voit d'ailleurs dans d'autres pays que c'est une logique du marché. Il n'y a personne qui veut augmenter ses prix éternellement. Et puis, la bagarre a lieu, elle est là. Et quelque part, tu as raison, on voit aujourd'hui, on peut lire dans la presse spécialisée que les volumes ont tellement baissé que sur certains produits que il y a des réflexions de la part des industriels de se dire on va peut-être commencer à rebaisser les prix. Oui, mais il y a surtout la com, la surcom et les médias sociaux et la nécessité du politique de sortir des phrases. C'est un drame. Parce que le paquet de biscuits qui est en rayon, il est la résultante de cette crise qu'on a connue. Et le prochain qui viendra, il sera la résultante de la baisse des prix. Là, il y a des prix qui sont des inflations négatives sur certains produits. On va le sentir un moment ou l'autre. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, globalement, on a dû augmenter les salaires de 7%. En Belgique, de 11%. Obligatoire. Et pareil en Hollande, parce qu'on perd les gens. Parce que, étonnamment, on ne licencie pas dans le secteur. On cherche à engager des gens. Pourquoi on ne licencie pas ? Parce qu'on fait de la valeur, on perd du volume, mais on continue à produire. Le meilleur exemple, c'est que quiconque va dans un magasin aujourd'hui, il achète un produit, on lui en propose d'en acheter un deuxième pour en avoir un troisième gratuit. Parce qu'on écoule le volume, on garde la valeur, mais on a toujours le personnel qui produit. Parce que si on les licencie aujourd'hui en se disant on va tenir la marge, eh bien quand ça va reprendre... Il n'y aura plus les moyens. Je ne sais pas qu'il n'y aura plus les moyens, il n'y a plus les gens. On ne sait plus engager de gens pour aller à l'usine, pour fabriquer les moyens humains. Et ça, c'est vraiment très très clair. Et donc, on est dans une période, on a, comme disait Olivier Dauvers, connu Mars rouge. On parle de septembre vert. Moi, j'y crois dur comme fer. C'est qu'aujourd'hui, on doit se préparer à une reprise des cadences et une amélioration réelle en septembre, octobre, novembre. On a... Cette année, alors je ne suis pas devin, je n'y connais rien, je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde, mais je dirais que globalement, on a l'effet totalement inversé de l'année passée. L'année passée, ça s'est arrêté en juillet. On a commencé à tout freiner, on se dit qu'est-ce qui se passe. Il y a l'année qui est vraiment coupée en deux entre le premier semestre et le deuxième. Voilà. Cette année, ça va être l'inverse. Ça va reprendre en septembre, à fond. J'en suis sûr. Tu lis pas dans le Marc Café, mais enfin, t'as une forme de conviction par rapport à ça. On voit la Chine renégocier avec les Américains. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en dessous, complètement en dessous. On avait des problèmes de logistique, on était des containers à je ne sais pas combien de fois le prix. Aujourd'hui, il est moins cher que ce qu'il n'a jamais été. Pourquoi ? Il n'y a plus rien qui vient de Chine. Donc, il faut que ça reprenne. Les Chinois... Tant mieux, parce que s'ils étaient en pleine forme, peut-être qu'ils diraient tiens, on va aider les Russes, je ne sais pas, je ne suis pas géopoliticien, mais le fait est qu'ils rediscutent avec les Américains, on doit relancer le commerce. Moi, je suis partenaire de notre filiale en Chine, on l'a arrêté Covid, là on va la remettre, mais ça ne se passe pas bien là-bas. Le business n'est pas bon, parce qu'ils se sont dit ok, on a l'interne ne fonctionne pas, les gens ont changé aussi, les gens ont eu le Covid, ils ont eu... Tout ça a changé, donc ils doivent redémarrer, on doit tous redémarrer, et tout est là, c'est moins cher qu'avant, certes, la main-d'œuvre a augmenté, et certes, il y a des problèmes sociaux. Alors en France, certainement, ils s'expriment de multiples manières, mais c'est partout, là, les vacances, les contrôleurs aériens, les trucs, donc on emmerde tout le monde à des moments clés. Je ne vais pas dire que c'est nouveau, mais enfin, c'est très fréquent maintenant, donc voilà. Non, c'est clairement pas nouveau, là, on est d'accord. C'est pas nouveau, mais la fréquence... elle augmente, ou l'intensité est peut-être plus forte. Tout sujet est bon pour générer... Bien sûr. Bon. Après, voilà, ça c'est autre chose, mais je dirais que... Donc septembre, on est dans une période de redémarrage, c'est comme je pense sincèrement, on le voit déjà, D'abord, on voit, en fait, tout s'est secoué, en fait. Il a fallu, et c'est très intéressant, malheureusement... il y a quelques petites marques qui sont mortes de ça, mais tu sais, dans les périodes de crise, les valeurs sûres ressurgissent. D'ailleurs, pour nous, c'est le cas.
on a vu certains de nos confrères disparaître parce qu'on allait vers le leader, vers les chaussures et les produits de l'année, presque 40 ans, reconnu par 9 Français sur 10, comme ça je le place. mais non, mais c'est une réalité, c'est un logo qui est très connu. Mais justement, c'est une super transition pour parler des consommateurs, parce que là, tu viens de parler de l'offre, et on a bien compris, au travers de tes propos, les liens qui existent entre les fabricants et les distributeurs, sur les marques de MDD et de façon même sur les marques nationales. Comment tu perçois justement le consommateur ? Qu'est-ce qu'il recherche ? Parce qu'avec un label comme celui de élu produit de l'année, c'est une communication qui est faite aux consommateurs. Donc, vous avez besoin de connaître les consommateurs. Quelle est ta perception des consommateurs ? Alors, pour nous, le consommateur, c'est le centre de notre ADN. On est un produit B2B, un service B2B, pardon. Donc, on offre aux marques, aux produits, la possibilité de faire valoir leurs valeurs aux consommateurs. Mais il n'y a que les consommateurs qui participent à l'enquête qui est gérée par Nielsen IQ et par du testing. C'est que du consommateur, jamais de jury ou d'emails fallacieux. C'est pour ça, donc le consommateur, voilà, il est au centre de toutes les préoccupations. Au centre du truc. Nous, on a une conviction excessivement forte, c'est que ça ne mène à rien de tirer vers le bas. Le consommateur, il est schizophrénique, il est à la recherche de valeur, mais quand on dit valeur, c'est la valeur, c'est-à-dire ce produit à bas prix, pour moi ça a une valeur, mais l'iPhone de Apple, il a une valeur, il en a une autre. Dovers parle de vouloir d'achat, pouvoir d'achat. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure en bourse, comme je dis dans tout ce que je fais, j'essaie de donner de la valeur aux choses. Quand j'ai repris le logo et le produit de l'année, c'était pour lui donner plus de valeur pour les gens qui l'utilisent. Et donc le consommateur, c'est la même chose. Il va chercher de la valeur, il va chercher de la rassurance par rapport à cette valeur. Et donc, nous, on offre un logo aux marques qui permet en fait d'avoir cette valeur ajoutée. On le voit très bien d'ailleurs dans les études. On apporte en fait une rassurance, un guide. Je pense dans l'intro, c'est ce que tu disais. Mais c'est vraiment ça, parce que le consommateur, pour moi, c'est le consommateur qui peut changer le monde. C'est de manière évidente. C'est lui qui dirige le truc. Et à côté de ça, si tu fais quelque chose qui va dans le sens du consommateur, il faut le faire savoir néanmoins. Parce que si on ne fait pas les choses très correctement avec à la base ces expressions du consommateur et qu'on ne vend pas un logo qui exprime la vérité du consommateur, on est à côté du point. Le consommateur, on va revenir bien en détail sur tout ça pour bien comprendre ce que ça veut dire. Non, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut, à mon avis, être un peu didactique. Ouais. Le consommateur aujourd'hui, il recherche quoi ? Des prix, il recherche de la qualité, et est-ce qu'il recherche un mélange des deux ? Est-ce qu'il est... il a le même comportement sur les produits alimentaires que sur les produits non alimentaires. Tu parlais tout à l'heure de schizophrène, ça veut dire qu'il est, et je partage ton point de vue, il est parfois très compliqué de comprendre le consommateur. Je te donne juste un exemple, la génération Z qui va à la fois aller acheter sur Shein de la merde d'ultra fast fashion et qui va être hypersensible au sujet écologique et de préservation de la planète. Prendre l'avion pour faire voilà. un week-end à Madrid. Quoi. Bah, donc c'est le mot de schizophrénie, à mon avis, est bon. Mais comment quelle est la carte de lecture que tu as avec ça ? C'est compliqué, non ? Non, mais c'est compliqué, tout comme... nous, on n'a qu'une vérité, c'est celle du consommateur. Donc on observe les changements et les désirs du consommateur à travers les votes sur les produits et sur les marques que l'on soumet aux consommateurs. Ouais, je comprends. Et on voit cette réalité du consommateur, c'est-à-dire que on voit l'évolution des choses, on voit ce qu'il veut, et c'est loin d'être ce qui est dit dans les médias, souvent. Mais comment tu dirais, qu'est-ce qu'il veut ? Comment tu le dirais Mais on voit par exemple aujourd'hui qu'il veut son fromage à tartiner habituel, plus bio ou plus sain,
il ne veut pas forcément payer le prix pour, enfin, etc. Mais là où il va bloquer, c'est quand, par exemple, il y a trop de plastique ou d'aluminium. Ça commence à devenir bloquant. Okay. On a eu comme ça le cas d'un produit qui n'est pas passé, qui était soi-disant bio et vert, mais qui n'était pas crédible par rapport au prix. C'était un produit type matelas ou autre, etc. Et le truc n'est pas passé parce que le consommateur dit « j'y crois pas ». Donc il y a des choses qui évoluent dans la manière dont il faut présenter ces produits ou dans la manière dont il faut se dire qu'on est bio. C'est-à-dire que même si le consommateur il dit « je veux manger plus sain après le Covid », regarde les 10 produits les plus vendus, c'est de l'alcool. Il ne mange pas plus sain, il n'achète pas forcément ou des sodas, plus ou des... Voilà. Et il est perdu. D'ailleurs, on voit que 30% des gens ne veulent rien savoir du Nutri-Score. Hein. Le Nutri-Score, et je vous entendais en discuter avec Olivier Tauvers aussi sur cet aspect-là des choses, moi ce que je dis c'est que c'est perturbant parce que c'est normatif. C'est-à-dire que le Nutri-Score, il est décrété à un moment T, les choses évoluent, mais le Nutri-Score n'évolue pas. Ah bon? C'est-à-dire que quand tu as une note, si ton produit évolue, je vais te donner l'exemple de ce week-end. J'achète des céréales, je vois sans sucre ajouté A. Je goûte, parce que j'essaye de perdre du poids, je me dis, ça goûte sucré, etc. Il y a du sirop de glucose. Sirop de glucose hyper transformé. Tu regardes Envoyé spécial, ton foie va exploser, tu vas mourir de je ne sais pas quoi, enfin, tu ne regardes plus la télé quand tu vois ça. Donc le sirop de glucose est visiblement pas très bon, je ne suis pas docteur, et donc on me dit il n'y a pas de sucre ajouté, mais on me fout un poison à la place. Dixit Envoyé spécial, moi je n'accuse personne. Mais donc je me dis, pourquoi est-ce qu'il a A? Donc c'est normatif, c'est comme le vin bio, il y a 60 produits chimiques autorisés dans le vin bio, pas dans le vin naturel. Mais le vin naturel n'a pas de normes. Dans le vin ou dans l'exploitation des vignes? Le vin bio, c'est à base de fruits bio, hein, d'une part, mais après on autorise, c'est normatif. C'est la Commission européenne, c'est des organismes qui disent à un moment T, c'est comme les AOC, on parle des AOC, c'est la Champagne, si tu es 2 mètres plus loin, tu n'es plus du Champagne. C'est comme ça, c'est normatif. Nous ne sommes pas normatifs, on évolue. Et c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des marques qui ont gagné il y a 5 ans, qui ne gagneraient plus aujourd'hui. Parce que le consommateur évolue et se fait plus berner par certaines choses. Donc il y a une maturité dans la connaissance du consommateur. Je ne dirais pas qu'il y a une maturité. Nous on voit l'évolution du consommateur, on voit une évolution. Je ne dirais pas qu'il y a une maturité, parce qu'un consommateur qui est schizophrénique, il est mature à certains moments, il n'est pas à d'autres. Donc, mais nous, ce qu'on voit, c'est que l'opinion des consommateurs, le mouvement des consommateurs, c'est ça qui gère et qui va rendre l'agro-industrie meilleure. Parce que si à un moment donné, toi, tu regardes derrière, ou tu l'affiches, on pourrait dire... Mais bon, ça devient compliqué, parce que c'est pas tout de dire, il y a ça, qu'est-ce que ça fait? Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a polémique ou non? On m'a accusé un jour d'avoir fait gagner des produits avec des perturbateurs endocriniens. Il n'y a aucune loi sur les perturbateurs endocriniens. On ne sait pas très bien, etc. Moi, je ne suis pas là je ne suis pas un laboratoire. Je suis là pour dire, le consommateur aujourd'hui, il sait que le sirop de glucose, c'est pas bon, il va rejeter ce produit. C'est pas le cas, mais en l'occurrence. Et donc, en effet, j'entendais aussi dans ton podcast avec Olivier, où on me dirait lapin de Chine, ça ferait reculer les gens. Donc, encore une fois, la communication... Olivier disait que si on affichait sur l'étiquette que le lapin, en l'occurrence, vient de Chine, personne ne l'achèterait. Voilà, mais il disait ça aussi parce que tout le monde parle de Made in France, produit en France, et la moitié c'est n'importe quoi, c'est transformé, c'est un morceau. Moi quand je vois certains produits, des thés, des limonades thé là, avec une feuille de thé bio, il faut arrêter de déconner aussi, la bouteille plastique, etc. Donc ça les consommateurs ils veulent plus trop. Et d'ailleurs c'est un peu le problème du bio, c'est parce que on dit le bio est en baisse. Oui, il a été très fortement en hausse pendant le Covid, parce que les gens se disaient il faut manger plus sain, parce que c'est notre karma là, on nous frappe. Et puis maintenant c'est en baisse, mais c'est surtout qu'on fait du bio de n'importe quoi. Donc à un moment donné, quand on a un paquet de plastique bio, machin, etc., donc tout ça, il y a vraiment du travail. Et quand le consommateur sera tout à fait prêt à acheter des légumes en vrac, des légumes moches, etc., à ce moment-là, le marché va changer. Donc c'est le consommateur, c'est pas la norme. La norme, elle est souvent dépassée.
Et tu parlais des différents labels, etc. Alors moi, j'ai tendance à dire label, en anglais, ça veut dire logo. Moi, je dis logo parce que nous, on a une démarche marketing claire et nette, payée par les fabricants ou par les distributeurs pour faire valoir leurs innovations auprès des consommateurs. On n'est pas une norme imposée, mais les normes imposées, on est contre, en ce sens où elles évoluent très vite. On va parler des choses pour lesquelles tu es pour, plutôt. Justement, belle transition vers ton logo, ton label, enfin élu produit de l'année. On va revenir un peu dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui existe dans l'inconscient collectif, ou même consciemment. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde connaît 9 sur 10, 9 Français sur 10, tu disais, on peut considérer que c'est tout le monde. Il y a une notoriété qui est très forte. Avant que tu nous refasses un petit retour historique, ou peut-être que tu peux commencer par ça, comment ça fonctionne ? Tu as donné des éléments de réponse, mais comment ça fonctionne ? Quelle est la méthodologie qui permet à une marque d'afficher le logo élu produit de l'année ? Alors, nous, chaque année, on va trouver les marques ou les distributeurs qui ont des nouveautés, parce que élu produit de l'année sur les produits, c'est des produits qui sont dans le marché depuis maximum 2 ans. On est bien sur des nouveautés ou des innovations. Et donc, ces innovations, on les soumet aux consommateurs face à l'ensemble de la catégorie de produits auxquels elle a trait. Donc, on a des nouveautés, je sais pas, dans le dentifrice, des gâteaux, que sais-je, toutes sortes de produits, ça peut aller très loin. Et on demande, au travers d'une étude Nielsen, ce qu'ils apprécient dans cette... Donc là, il y a un panel, c'est quoi ? On va chercher des consommateurs, alors c'est très important, c'est uniquement des utilisateurs ou des utilisateurs potentiels. Si je suis sur de la glace sans lactose, on va chercher des allergiques à la lactose. Donc ça, c'est très important. Chez nous, on va chercher des gens qui sont concernés par le produit. Donc il y a des produits qui concernent tout le monde. Tu parles du dentifrice, tout le monde se lave les dents. Ouais, mais sauf si tu n'en as plus. C'est pas les sans dents qu'on dit. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. D'autres sont plus à destination d'une catégorie de personnes, comme les allergiques au lactose. Ou, par exemple, les cols pour les dentiers, voilà. ou les produits féminins. Ouais. Et il se trouve que par le passé, on avait ce genre de concours qui interrogeait tout et n'importe qui sur tout et n'importe quel produit. Alors, tu vas me dire aujourd'hui, il n'y a plus de genre, etc. Mais enfin bon, nous, on essaye quand même de trouver des utilisateurs ou des utilisateurs potentiels du produit. Donc, il y a à minima 500 personnes qui vont jauger de ces produits. Pour un pays. Pour un pays, en France en l'occurrence. Et à minima 120 personnes qui vont tester en situation réelle de consommation, au travers d'une application qu'on a développée qui s'appelle Treats, qui vont tester et valider et évaluer le produit qu'ils auront cherché, acheté, payé, consommé et évalué. Et puis ils se font rembourser. D'accord, donc... Et ça, c'est digital, c'est 100% digital de notre côté. Là, le consommateur le fait parce qu'il a à la fin le remboursement du produit. Oui, il est membre de ce club Treats. On a en France une vingtaine de milliers de personnes qui participent à ça. Et chaque fois qu'un produit vient, il y a d'autres intéressés, ça grandit. Et donc, ils vont tester ces produits et ils font une évaluation tout à fait complète de ce qu'ils en pensent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été le chercher, ils l'ont trouvé un magasin. S'ils ne le trouvent pas, ils le critiquent aussi. Ça fait partie. Nous, on dit toujours, c'est 360 degrés de nouveau, parce que c'est important pour un produit. C'est pas tout d'être bien, il faut qu'il soit disponible. Oui, bien sûr. Donc, voilà, tout ça joue. Et donc, cette analyse est faite, donc les marques, les produits qui veulent participer chez nous, elles rentrent dans l'étude, elles payent une participation de 4 500 € pour participer à cette étude, pour faire valider ou non par les consommateurs le fait que ce produit nouveau soit meilleur que l'ensemble des produits de la catégorie. Et s'il gagne, il doit payer et s'affranchir d'une licence. On a 3 niveaux différents, mais disons que globalement, c'est plus ou moins 20 000 € pour l'utilisation du logo pendant 1 an. Et ils utilisent ce logo et ils sont heureux de l'utiliser, de le payer, parce que le logo fait en effet beaucoup de bien sur l'augmentation des ventes, mais pas que, puisque c'est motivant aussi pour l'interne, c'est un instrument de reconnaissance aussi du travail qui est fait. Et voilà, ça c'est la mécanique du logo. Et vis-à-vis des consommateurs, le consommateur est guidé vers
ce qui semble être une nouveauté préférée et aimée par les autres consommateurs, ses pairs, et ça le guide, et les consommateurs aiment ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet nudging. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'effet nudging, mais pour les hommes, c'est assez simple, c'est la petite mouche dans le fond des pissotières, hein, ça c'est l'effet nudging, ou les lignes blanches tracées pour éviter qu'on aille trop sur la gauche, sur la droite. Alors le nudging, c'est la collectivité qui aide, il fait des actes, etc. Mais le logo, c'est très clair, si on est dans un rayon, et on voit aujourd'hui, il y a une offre exponentielle. À un moment donné, on est là. Dernièrement, je devais acheter un produit pour les fourmis. Là. Et j'arrive au magasin de bricolage et je vois 8 produits. Je me dis, zut, s'il y avait un logo produit de l'année, je prendrais celui-là. Parce qu'à un moment donné, lequel est le meilleur ? Il n'y a rien à faire. Le logo, ça joue. Alors, il a un rôle de vendeur, enfin comme s'il y avait un vendeur à côté de toi. De prescripteur. Ouais. Un rôle de prescripteur. Et moi, mon combat depuis que j'ai repris cette marque, c'est de faire en sorte que chaque jour qu'il fait, il est de plus en plus sérieux dans son rôle de prescripteur. La méthodologie s'améliore, donc on travaille avec Nielsen IQ de manière forte pour que ce soit vraiment représentatif de ce que veut le consommateur. D'ailleurs, chez nous, on a à peu près 20% de perdants. C'est dramatique, hein, parce que quand on participe et qu'on est perdant, il y a des grosses marques qui ont perdu contre des challengers, qui en sont malades. Je ne peux pas les citer. Non, je bien ne cite sûr. jamais les perdants. Nous sommes une marque de gagnants, de gagneurs. D'accord, donc ça veut dire que c'est bien le consommateur qui a le dernier mot. Toujours. Alors bien évidemment, il y a une prime à la nouveauté, mais il y a aussi une prime à j'aime mon produit. Donc nous, on voit avec Nielsen, c'est ce travail qui est fait. Alors on peut dire aujourd'hui, il y a les algorithmes, etc. Oui, il y a des algorithmes, mais ne pas aller chez le consommateur, demander à des vrais consommateurs, mais tenir compte des algorithmes, c'est tenir compte d'une population existante sur le net ou dans les datas. On n'a pas toutes les datas. Les algorithmes sur les dentiers, par exemple, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Et donc, il vaut mieux avoir des vérités. On a par exemple, je vais te donner un exemple très clair, c'est que une marque de rasoir bien connue s'est rendu compte sur un de ses rasoirs avec nos testings, etc., qu'en fait, ce rasoir féminin était plus utilisé par des hommes non genrés, pour des parties intimes, etc. Ils ont découvert un autre créneau. Fallait-il le garder rose ou pas ? C'est un autre débat après. Mais donc, ils ont découvert qu'il y avait... Parce que finalement, le résultat complet des études, la marque qui demande finalement à ce que son produit soit testé et jugé par les consommateurs, vous le lui transmettez. Ah, bien sûr. Mais non, mais c'est important de le dire. Bien sûr, ouais. Oui. Pour moi, c'est logique et tu fais bien de le rappeler. Ils reçoivent ce rapport. Alors, bien évidemment, il y a des marques qui font des tests et des études tout le temps. Bien sûr. Mais, étonnamment, pas aussi simplement que nous. C'est-à-dire que parfois, ils vont chercher la petite bête, ils ne voient pas l'évidence. D'accord. Et moi, je remarque quand même, c'est vraiment fort. Il y a ici la foire de Paris. Mm-hmm. Je pense que tu connais bien Comexposium. La foire de Paris, c'est Comexposium. Mm. Bien, peu de marketeers vont à la foire de Paris. Mais il faut aller à la foire de Paris. Ils vont me remercier là. Non, mais il faut aller à la foire de Paris parce qu'on voit le consommateur. On voit moi je suis un génie du commerce, comme toi. Mais quand je suis en magasin, je suis parfois très con. Et j'agis comme un consommateur. Moi, ça a toujours été le truc qui m'a toujours frappé. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait Playboy, ça existe pratiquement plus, etc. Mais on disait, ça tirait à 200 000 exemplaires, et personne dans les études ne disait qu'il lisait Playboy. Parce qu'on était face à un type qui disait, qu'est-ce que vous lisez, Figaro, machin. Et on se disait, mais où sont ces lecteurs de Playboy ? Parce qu'ils achetaient Playboy, mais ils ne le disaient pas. Eh bien, le consommateur, il n'y a personne qui dit, moi, la pub, ça marche sur moi. Mais la réalité, c'est que ça fonctionne. Mm-hmm. Ça fonctionne parce que il faut aller à la foire de Paris, on voit les gens, les bonimenteurs qui font c'est le genre de truc que tu achètes. C'est un spectacle en plus. Tu rentres chez toi, ça marche jamais. Mais tu te dis, c'était quand même génial. Puis en plus, je crois qu'ils ont le concours Lépine, etc. Moi, ça m'a fasciné. D'ailleurs, on retrouve quelques produits de l'année, là. Et donc, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais assez près du consommateur. Et je trouve que maintenant, après tout ce qui s'est passé, cette déstabilisation, ce schizophrène qu'on a secoué dans tous les sens, il faut vraiment aller lui reposer des questions. Et en effet,
C'est très bien de dire la planète, etc. 90%, 80% des gens veulent changer la planète. Mais qui descend les poubelles? Personne. Et il y a 10, 15% qui achètent véritablement conscient de la planète. Mais dans les faits, on redevient un consommateur lambda, on achète du plastique, etc. Donc, voilà, nous, on est vraiment obsédés par ça. Aller voir ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que quand j'ai introduit en 2017 les premiers tests produits, je me rappellerai toujours, j'étais sur une chaîne télé avec UFC Que Choisir, qui eux aussi font du logo. Je ne sais pas si tu sais, mais ils ont un logo. Ils vendent du logo, plus cher que nous. Et donc, ils disaient, non, ça, je savais pas. Vous ne testez pas, me disent-ils. Ben, si, on avait introduit le testing. Je les appelle chers concurrents, ce sont des très bons concurrents. Mais eux, ils travaillent sur la qualité intrinsèque du produit, on tape 10 millions de fois dans un matelas, etc. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on revient avec la perception, l'idée, l'avis du consommateur, l'évolution de la perception du consommateur par rapport à tout ça. Et c'est très important parce que c'est cette perception qui fait la réalité. C'est comme ça. Si le consommateur demain se dit, ce climat, d'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais la chaleur qu'on subit maintenant, c'est bénéfique pour le climat. Parce qu'on va peut-être se rendre compte qu'il est grand temps de... Parce que tant que ça ne nous gêne pas, ça ne pousse pas à des comportements différents. Je pense qu'ici, on va alors... Si le comportement, c'est tous d'acheter de l'air conditionné, on est foutu. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, donc en fait, c'est hyper important dans ta démarche de dire que c'est la perception et l'exemple que tu donnais tout à l'heure, qui était celui du matelas bio et qui était finalement perçu comme étant pas cher, pas assez cher, donc pas crédible pour revendiquer des qualités de produits bio ou durables, enfin je sais plus quels sont exactement les adjectifs que tu as utilisés, c'est une perception. Bien sûr, mais ces perceptions sont essentielles. Et puis la perception devient une réalité. Quand elle devient réalité pour les industriels, c'est fantastique. Regarde Nespresso. On critique Nespresso qui a été ce qui est innovateur par définition. Et ils ont ces capsules aluminium qui sont fortement critiquées. Néanmoins, ça reste un produit extra. Enfin, je veux dire, on a des alternatives. Là, vient de sortir une espèce de capsule sans capsule, le rond de café, tu l'as peut-être vu. Non, j'ai pas vu, mais... donc c'est du compost, en fait, c'est composté. Et donc, c'est tout nouveau. Mais Nespresso est en train de développer une nouvelle capsule complètement recyclée d'origine végétale, etc. Donc, moi, je dis toujours aussi, cette tendance-là, ils l'ont comprise, ça fait quelques années qu'ils essayent de récupérer, bon, ils sont emmerdés, quelque part, par le fait que c'est vrai, c'est de l'aluminium, donc il faut le traiter, donc ils le traitent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais en même temps, moi, je crois que ces gens-là, par la poussée des consos, finalement, ils cherchent des solutions. On pourrait dire la même chose sur le nucléaire. Si on avait été dans un sens de dire « cherchons des solutions », on aurait peut-être moins de débats et moins de problèmes aujourd'hui pour notre énergie, et notre dépendance. Le mix énergétique. Voilà. Mais parce que j'ai aussi rencontré ces gens-là. Il y a des gens qui cherchent. Il ne faut pas arrêter de chercher. Mais il faut que les consommateurs expriment ce qu'ils veulent. Ce n'est pas aux consommateurs à faire le boulot derrière. Les industriels font le boulot. On voit aujourd'hui avec les milliards en alimentaire, avec tout ce qui se produit, il faut nourrir les milliards d'individus. On ne peut pas dire on arrête tout ça. Non, mais bien sûr. Rêve. Mais par contre, si les consommateurs s'expriment, on va avoir des résultats. C'est ça que je disais, l'évolution, la prise en compte du consommateur. Alors, ne me fais pas dire que je suis là pour sauver le monde avec élu produit de l'année. Je dis simplement que c'est pas la perception, tu parlais de perception que j'ai, et je comprends bien la démarche que tu exprimes. Et moi, j'aime bien donner cet exemple qui est la Formule 1. On a critiqué la Formule 1, et on critique la Formule 1, ça pollue, etc., et puis tout ce qu'il y a autour, et bon, on peut aimer, pas aimer. Mais enfin, ça a sauvé des centaines de milliers de vies, parce que c'est là qu'on trouve les avancées technologiques qui permettent c'est incroyable, l'airbag, les ABS, etc. Tout ça, c'est fait là, au prix d'ailleurs de certains pilotes morts et d'autres, etc. Mais il y a une recherche, on fait de la Formule 1 électrique, maintenant on fait de la Formule E. Ouais. Et je pense que
aujourd'hui, moi je roule en électrique, mais je pense que ce n'est pas la solution encore, parce que les infrastructures ne sont pas là, mais je pense que la seule chose qui est positive dans le fait de donner un délai à 2035, à tort ou à raison, c'est qu'on va être obligé de trouver. Tu veux dire l'arrêt des moteurs thermiques en vente en Europe, Voilà, et donc, merci de préciser, mais je dirais que c'est ça qui va pousser l'industrie à aller chercher plus loin. On a dit pendant des années, revenons sur là, ce c'est débat. Pas le consommateur, hein. Là c'est le législateur qui impose des changements. Ça... Parce qu'il faut ça, et pourquoi le législateur fait ça ? Parce qu'on pousse derrière les jeunes dans la rue. On veut plus d'écologie, mais on prend quand même l'avion et on achète un. Tu disais tout à l'heure, le jeune schizophrénique, il a quand même un truc, c'est qu'il faut faire quelque chose. Hein. Greta est là pour nous le rappeler tous les jours. Donc, il y a quand même une poussée. Et même les partis pas très écolos se sont dit, bon, il faut quand même qu'on parle à nos électeurs. Donc, cette démarche-là, c'est quand même aller vers la gauche écologiste, si je puis dire. C'est comme ça, c'est la politique, c'est très bien. Donc il y a eu une tendance, les Allemands ont freiné, ils ont même réinventé l'espèce d'essence, enfin j'ai rien compris au truc, mais il fallait quand même que les Porsche subsistent. Hein. mais la réalité, c'est que moi je suis convaincu, je roule en électrique, c'est pas facile, hein, Paris-Bruxelles, etc. Enfin, ça va mieux maintenant, on commence à équiper les stations-service. Mais je suis convaincu qu'on va un jour, très vite, recharger sa voiture en roulant avec comme les trains ou comme les petites voitures électriques. Ce que tu veux nous dire, le message, c'est que l'innovation vient contribue fortement au changement. Pas l'innovation, le consommateur. Et les logos, comme élus produits de l'année, participent à une évolution de la perception du conso, alors que certains autres sont trop normatifs. Oui, tu sais ce que tu expliquais. Et ça, c'est important. Au début. Est-ce que tu pourrais nous illustrer par des cas l'utilisation d'élus produits de l'année? Est-ce que, avant qu'on enregistre, tu me dis oui, j'ai des marques, tu m'en as cité entre autres une qui est très française, qui s'appelle Bic. Ouais. Comment ça fonctionne? Comment ils utilisent? Est-ce que vous accompagnez aussi les marques dans l'exploitation une fois qu'elles ont le logo, ou comment elles vous rendent compte du bénéfice qui a été tiré de l'utilisation du logo? Elles nous rendent très peu compte, on doit aller le chercher. Par contre, là où on le voit très, très fort, c'est qu'on a à peu près 30% des marques qui reviennent tous les 2 ans. Donc c'est énorme, parce qu'ils reviennent parce que ça fonctionne. Alors il y a un slogan que j'adore dans mon passé de publicitaire, qui est celui du loto, hein, 100% des gagnants ont joué. Ont tenté leur chance, ouais. Ont joué. Ouais. Ont forcément tenté leur chance, mais ils ont payé un ticket voilà. Et c'est 100%, alors c'était génial, parce qu'on se dit comment, on gagne tous, non. Et élu produit de l'année, c'est la même chose. Si tu n'utilises pas le logo, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. Donc la première chose, c'est que vous gagnez le logo, nous on ne fait pas le travail. J'ai quelques collègues à l'étranger qui disent il faut qu'on investisse dans de la pub pour faire savoir les produits qui ont gagné. Non, ce n'est pas notre rôle. Pour plein de raisons que je pourrais expliciter, mais bon. Donc, la marque qui gagne, elle a investi pour avoir le logo et du produit de l'année, elle doit investir un petit peu pour le faire savoir. La meilleure solution, c'est de le coller sur le pack pour les produits, évidemment dans la communication pour la marque, etc., ou pour le magasin. Donc, il faut le faire savoir, et quand on le fait savoir, on observe, nous, chez différents clients, DIM, Damar, Bic, qu'est-ce qu'on a eu Ferrero, enfin, on peut y aller, produits alimentaires, tout produit, on observe en moyenne 25% d'augmentation de vente, ou de pénétration si tu veux. Mais la différence majeure, c'est qu'au plus l'environnement est complexe, au plus la progression va être plus difficile, mais si on progresse de 0,1 ou 0,2 dans des produits lessiviels, c'est quand même vachement bien. Donc, on part de marché. Hein, voilà, on part de marché, mais on a observé, par exemple, c'était la société Merck à l'époque sur Omnibiontal, c'était aussi en Belgique, là, cette fois-là. Et là, les gars, ils ont fait 700%. Parce qu'en pharmacie, parapharma, on a moins de parapharma dans ce pays-là, mais en pharmacie, sur le comptoir, élu produit de l'année, alors qu'on n'était pas habitué à avoir ce truc-là. Et je ne sais pas si tu achètes des vitamines. Non. Mais quand tu vas dans un linéaire de pharmacie ou de parapharma, que tu vois le nombre
incroyable de vitamines. Oui, ça j'ai observé. Eh bien, je te fiche mon billet, que tu mets le logo du produit de l'année, ça va déclencher la préférence assurée. Et même faire passer une survaleur, un prix plus élevé. C'est une rassurance importante. Alors on l'observe, on l'entend de nos clients, tous les jours, ça nous rend heureux, on voit qu'ils reviennent. Voilà. Après, est-ce que vous mesurez aussi la façon avec laquelle élu produit de l'année est interprété par les consommateurs? Est-ce que vous avez un feedback? Je le disais en introduction, il y a un nombre incalculable de labels, on va dire, en règle générale. On peut aussi lire dans la presse spécialisée une forme de prise de distance par rapport à tout ça, de certains consommateurs. Concernant élu produit de l'année, est-ce que vous avez des retours? Oui, on a des retours. On fait tous les 2 ans, on fait une étude pour voir comment le consommateur voit ça. En général, à près de 90%, il estime que le produit avec ce logo, c'est de la qualité. On a fait un test un jour avec une boîte comme ça. C'est incroyable. Le même produit avec ou sans logo, il prend 10 à 15 points de perception de qualité. D'accord. Purement psychologique. On a aussi, on a des chiffres aussi sur les distributeurs, sur les gens du business, etc. Ça, c'est vraiment très très fort. Et ce logo-là, par rapport à beaucoup d'autres, alors il y a quelques logos très spécialisés, mais nous, on est quand même très généraliste, et loin au-dessus de tout en France. Ça, c'est sûr. Donc, on voit une grande confiance. Par contre, on est à peu près, si tu vas avec une caméra faire un micro-trottoir, tu vas à peu près avoir 60-40, 60 qui disent oui, ça m'influence, je crois que c'est bien, 40, on fait de la pub. Mais ça a toujours été. Ouais. Ça a toujours été. C'est que personne n'a dit non, je suis sensible à la pub. Donc, personne n'aime dire qu'on est manipulé par quelque chose. Voilà. Ici, quelque part, c'est une manipulation cérébrale, si je puis dire. Sauf que nous, derrière, on essaye d'être perçus comme non pas des manipulateurs, mais des gens qui apportent une preuve. Voilà. Et ça, c'est le Nielsen IQ, c'est le testing produit, c'est l'argent qu'on investit. Il faut que tu saches qu'en France, on dépense plus de 120 000 euros pour cette partie testing. Il y a 0 autre concours qui dépense autant d'argent pour s'assurer de la validité des résultats. Alors, certes, on peut les améliorer tous les jours. Et moi, personnellement, j'en ai un peu marre de voir parfois des logos qui tiennent sur rien. Et j'ai dit j'en ai marre, c'est leur droit le plus strict. Mais ça ne contribue pas à beaucoup de sagesse dans ce secteur. Et on parlait de recrudescence de logos. Alors il y en a eu un peu plus après le Covid. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Donc ça va, ça vient. Hein. Mais les vrais logos solides restent. Et nous, on a en fait, depuis 3 ans, là, le Covid, on est en croissance assez forte. Bon, tant mieux. Et c'est quoi, pour un peu aller sur le mot de la fin, c'est quoi le plan de déploiement? Parce qu'en fait, tu m'as parlé tout à l'heure de élu produit de l'année pour les MDD. Il y a le élu produit de l'année pour les marques nationales. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que c'est aussi quelque chose d'envisageable de penser au B2B ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un plan de déploiement renforcé à l'international? C'est quoi? Enfin, c'est bon, alors, voilà, tu comprends ce que je veux dire. On a un plan à 3 à 5 ans qui est de doubler nos résultats. Donc c'est ambitieux, mais pas débile. Comment? Alors, nous aujourd'hui, on est très heureux et très fiers d'avoir instauré ce qu'on appelle l'écosystème de certification consommateur. Donc on boucle la boucle, merci pour la conclusion. C'est le consommateur qui drive tout ça et il certifie en fait les produits. Alors la certification, on peut parler de ce mot. Mais donc nous, on veut toujours que nos logos, que notre initiative soit certifiée par des consommateurs. D'accord ? Ici, ce qu'on a fait, c'est que en France, avec Produit de l'année, qui était le seul logo il y a encore 1 an qui existait, on arrive à 60-70 produits. On plafonne, si je puis dire. Ouais. On ne veut pas nous démultiplier à outrance, parce qu'on estime qu'il ne peut pas y avoir dans un même rayon trop de logos. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en effet, c'est la réalité qui nous a rattrapés. Il y a 3 ans, on a lancé Belgique, Hollande et d'autres pays, actuellement dans 8 pays, parce que tous les pays ne sont pas forts en MDD. Hein. En Asie, ce n'est pas le cas, etc. Mais on a les produits distributeurs,
c'est une déclinaison. Et on a lancé l'année passée, on a déjà eu les lauréats en France et ailleurs, élu marque de l'année, et on a élu marque distributeur de l'année. Donc pour faire valoir des distributeurs qui veulent faire valoir leur marque, leur service, etc. Et donc ces 4 logos vont nous aider à... et ces 4 logos qui se ressemblent tous, c'est la même famille de l'écosystème de certification consommateur, plus Treats, qui est cette application digitale qui fait du testing, mais qu'on fait évoluer aussi à l'évaluation par les consommateurs de points de vente, de retour insight. Ça, c'est nos produits, et on les multiplie dans 40 pays. Aujourd'hui, il n'y a qu'un logo dans à peu près 40 pays, c'est pas tout à fait vrai, il y a disons 5-6 pays qui ont les MDD. On va avoir les marques. Pour te donner une idée, au Portugal, il y a 2 logos, produits et marques. Le produit fait à peu près 55 lauréats et la marque 216. Donc c'est énorme. Parce donc la marque, c'est... ça peut être une assurance, ça peut être... Enfin, tout. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que ce soit dans le rayon. Donc on n'est pas dans du produit, on est dans une marque. Et donc on va faire ça dans les 40 pays et on va ouvrir de nouveaux pays. Tout ça, c'est notre plan. Donc c'est 3 niveaux, si je puis dire, de développement. Pour te donner une idée, on a ouvert l'Algérie il y a 3 ans. Elle est déjà pas loin de la France. C'est un pays incroyable, pour plein de raisons. C'est qu'il y a moins de choses qui se passent, il y a moins de concurrence, et ils avaient très envie, ils aiment bien ça, et ça a cartonné. Ça a cartonné, je pense qu'il y a eu 70 lauréats. Intéressant. Voilà, donc l'Algérie, j'y croyais pas comme ça. On est beaucoup plus fort que le Maroc ou que la Tunisie. L'implantation géographique actuelle, elle est très concentrée sur l'Europe. Elle est plus concentrée sur l'Europe, mais bon, on a ouvert la Chine, là on vient d'ouvrir le Singapour, avec 2 Françaises d'ailleurs, qui sont là-bas depuis 10 ans, qui ont aussi un outil digital de testing, qui s'appelle Try and Review. Et donc on va de là partir vers le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, donc Southeast Asia, très différent de la Chine, où là on va relancer les choses de manière un petit peu différente. On est aux États-Unis, plus gros marché. Donc en fait, les top 3, c'est USA, France, Italie. D'accord. Ça, c'est le top 3. Donc le plus gros marché, c'est les États-Unis, logiquement. Je pense qu'il pourrait doubler ou tripler, mais il est important. Et voilà, puis on est à peu près partout en Europe. Malheureusement, on est vraiment à la recherche. On a été en Allemagne, on est reparti. Aussi marché très complexe, très différent de tout ce qui se fait en Europe. La distribution en Allemagne est tout aussi spécifique que celle qu'il est ici en France, des spécificités qui sont vraiment propres à la France et en Allemagne. Voilà, mais voilà donc comment on va se déployer demain, toujours entreprendre, toujours créer de la valeur, ça me botte, j'aime bien ça, et le chemin est plein de belles choses encore. Écoute Philippe, merci 1000 fois pour... la qualité de cette conversation, vous l'avez peut-être pas vu, enfin vous l'avez pas vu, mais vous l'avez peut-être entendu. Il y a toujours un sourire qui s'affiche sur le visage de Philippe. C'est une conversation qui a été fort agréable. Merci de nous avoir partagé finalement à la fois tes convictions et l'énergie avec laquelle tu entreprends, et puis d'avoir pris le temps aussi de nous retracer ton parcours fort intéressant. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes réellement de plus en plus nombreux, et merci pour les messages d'encouragement que vous ne manquez pas de me partager. Merci à Comexposium pour les événements one-to-one retail e-commerce à Monaco et one-to-one expérience client à Biarritz pour le support et le soutien apporté à l'ensemble de ces épisodes. Philippe, je te dis à très bientôt. Une toute dernière question pour conclure. Si on veut te joindre, c'est quoi? Via LinkedIn, le meilleur des moyens? Via LinkedIn, Philippe Gelder ou Philippe Gelder, ça dépend comment on veut le prononcer, Gelder. Il y a tout ce qu'il faut pour me contacter. Oui. Très bien, merci pour tout et puis à bientôt.